Bonjour à tous et bienvenue en ce dimanche dans le débrief hebdomadaire. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un accident qui a eu lieu le 2 juin 2016 avec un F-18 Hornet des Blue Angels. Accident qui malheureusement a coûté la vie au pilote malgré une tentative d'éjection à la dernière seconde. Vous allez voir, on va pouvoir mettre en avant certaines thématiques, notamment la gestion de la fatigue et la pression de l'équipe ainsi que le biais de réputation. Allez, si vous n'êtes pas déjà abonné, n'hésitez pas à le faire. Je vous rappelle que j'ai deux chaînes, celle-ci, la principale, et une deuxième, Aviation eSport, où je poste principalement autour de la simulation de vol. Dans les sujets à venir dans les prochaines semaines, il y a notamment une petite étude de BD aéronautique dont je suis très très fan. Et sinon, là je regarde au mur tous mes post-it. Il y a de quoi faire. Néanmoins, n'hésitez pas à mettre en commentaire un petit peu sur des idées, des thématiques que vous souhaiteriez voir traitées dans les prochaines semaines ou prochains mois. Allez, c'est parti! Jingle. Les Blue Angels, ils sont basés à Pensacola en Floride, home of the Blue Angels, leur maison. Et j'ai eu la chance de faire ma formation de survie et ma formation initiale théorique qu'on appelle l'API, Aviation Pre-Flight Indoctrination, l'indoctrination avant le vol aéronautique, lors de ma formation en 2008 là-bas. Donc on voyait énormément voler les Blue Angels. C'est vraiment très impressionnant parce que le F-18, comparé par exemple à l'Alpha Jet de l'armée de l'air, est très 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 gros. En termes de démonstration, ils ont des styles différents. Aux États-Unis, ce qu'il faut comprendre, c'est ce que les gens recherchent, c'est le sound of freedom, le bruit de la liberté. Ce qu'ils apprécient, le public nord-américain, c'est voir passer un avion bas, vite, avec un maximum de bruit. Là où en France, nous sommes plus dans une culture un petit peu du box de voltige, avec en permanence des choses à voir et un espace aérien qui est pris en permanence. Donc c'est deux styles de présentation différentes. Si vous allez aux États-Unis voir des avions de chasse, des meetings aériens, ça peut vous surprendre un petit peu parce que le rythme n'est pas du tout le même. Mais les Blue Angels, eh bien, c'est la deuxième patrouille aérienne la plus ancienne au monde, après la fameuse patrouille de France. Patrouille de France 1931, Blue Angels 1946, et c'est constitué à la fois d'US Navy, donc de la marine américaine, et de US Marine Corps, le corps des Marines. Vous avez un total de 7 avions, 6 lors des displays, et vous avez 5 pilotes de la Navy, un pilote du corps des Marines. Ils sont généralement accompagnés d'un avion de transit qu'on appelle le Fatal'Bert. En ce moment, il n'est pas up, mais c'était un C-130 qui lui était armé par des Marines et qui était connu pour décoller avec des fusées Jato. Je vous laisse regarder sur YouTube si vous voulez à quoi ça ressemble. C'était assez impressionnant. Les Blue Angels, ils ont commencé sur F6, puis sur F8, F9, F11. Assez simple, hein, ça suivait l'ordre chronologique, avant de passer sur F4, puis A4, avant de prendre le F-18 en 86 jusqu'à très récemment, et oui, jusqu'à il y a quelques mois, parce qu'ils viennent de passer en 2020 au Super Hornet. Leurs avions sont légèrement modifiés, notamment au niveau de la pression du manche, et ils ne volent pas avec une combinaison anti-G, donc ils se gainent, ils résistent eux-mêmes, ils ont une flotte mixte, ils ont quelques monoplaces et quelques biplaces pour pouvoir faire voler la presse ou des influenceurs, des célébrités. Ce que je peux vous dire de plus, c'est que en moyenne, ils font 60 shows par an sur une trentaine d'endroits, 32 endroits différents, entre US et Canada. On les surnomme les Blues. Ils ont touché apparemment depuis leur création 505 millions de spectateurs. Et ils ont trois types de représentation. La représentation qu'on appellerait en France beau temps, la high, haut, il faut 8000 pieds de plafond, 3 nautiques, 5 km de visibilité. La low, lorsque le plafond est moins haut, il faut 3500 pieds, à peu près 1200 mètres de plafond. Et la flat c'est 1500 pieds, donc là c'est quand vraiment les conditions météo ne sont pas bonnes. Si vous allez à un meeting aérien avec les Blues et qu'il y a 1700 pieds, vous savez que ça sera la flat, la démonstration plate qui aura lieu. S'il y a 3800 pieds, ça sera la low, et s'il y a 9000 pieds ou qui fait grand beau, vous saurez que vous allez voir la high qui est forcément la plus intéressante. Voilà, donc maintenant qu'on connaît tous les Blue Angels, je ne vais pas trop vous parler du F-18 parce que ça fera l'objet d'autres vidéos, il y a tellement à dire sur le F-18, mais pour faire simple, c'est l'avion de la Navy et des Marines, on va dire de l'ancienne génération. Maintenant c'est vraiment le Super Hornet, c'est pour ça qu'ils ont cette nouvelle version. C'est un avion extrêmement manœuvrant et très très efficace.
Donc là, j'ai récupéré le papier qui est le compte-rendu du 25 août 2016 sur l'accident qui a eu lieu, et bien même pas 2 mois avant. Les Américains vont très très vite lorsqu'il s'agit de ces investigations. Alors c'est pas forcément très facile à lire ce genre de documents parce qu'il y en a vraiment beaucoup. C'est un premier papier qui part vers on va dire vers l'amirauté, et derrière vous avez une réponse de l'amiral qui vient décider de certaines modifications de process. On va rentrer dedans, mais on va essayer de faire simple et court néanmoins. Et derrière, je vais vous montrer avec mon tableau blanc un petit peu exactement ce qui s'est passé. Et bien sûr, eh bien, vous avez vu un petit peu en fond, je vous mets également les images, alors pas jusqu'au bout, mais les images de l'accident, car ça a été filmé par des personnes qui regardaient. Donc ce qu'on sait, c'est que le 2 juin 2016, le capitaine Jeffrey M. Cuss, alors vous avez remarqué dans mes vidéos, je rentre pas trop dans le détail sur des personnes à chaque fois qui sont en cockpit au moment de ces accidents, pour plein de raisons, mais bon, pour faire très simple, le Captain Cuss, lui, c'est quelqu'un d'extrêmement expérimenté, de très reconnu par ses pairs, était Naval Aviator depuis novembre 2009, 1680 heures de vol, et surtout, il n'est pas arrivé là par hasard, c'est le seul Marines des Blue Angels, donc c'est vraiment quelqu'un au professionnalisme assez exceptionnel, et... Et voilà, ça peut toucher tout le monde. Mais donc le capitaine Cuss était aux commandes du Blue Angel numéro 6. Il faisait le premier vol d'entraînement pour le show au Tennessee. Et peu après le décollage, eh bien, il a impacté le sol, ce qui a entraîné son décès ainsi que la destruction de l'avion. Donc voilà, on ne peut pas faire plus résumé. Ensuite, eh bien, ils ont fait l'investigation, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas de souci mécanique. Mais il y a eu des bonnes communications entre le numéro 6, donc le Captain Cuss, et le numéro 5, et il y avait des nuages qui étaient présents sur zone. Ensuite, derrière, qu'est-ce qu'on apprend? Eh bien, on apprend qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que le Captain Cuss a effectué ce qu'ils appellent le High Performance Climb, que vous avez peut-être vu dans le trailer de Top Gun, qui est en fait, je décolle, je suis à fond, à fond, à fond, et là je tire sur le manche. C'est très impressionnant, les Blue Angels font ça, et là, je me satellise, je monte très très vite. Donc une fois qu'ils font ça, il faut redescendre. Donc j'ai décollé, j'ai rentré le train, j'ai super accéléré, je tire très fort, je grimpe, je grimpe, je grimpe. Et là, eh bien, à un moment, faire un demi-tonneau, il faut arriver, et je vous referai un petit dessin tout à l'heure, au niveau du haut, là, sous les nuages, et il faut redescendre vers le bas. Donc on a des points clés, et là, clairement, eh bien, on sait qu'il faut 125 à 135 nœuds au moment de venir remettre le nez bas. Il nous faut un minimum de 3500 pieds above ground level. Above ground level, c'est-à-dire de hauteur, au-dessus du sol. Non pas au-dessus du niveau moyen de la mer, ce qu'on appelle le QNH, dont je vais parler dans une autre vidéo, mais là c'est du Québec Fox Echo, c'est 3500 pieds au-dessus du sol. Donc vous savez qu'avant de repartir nez bas, 3500 pieds au-dessus du sol, 125 à 135 nœuds. Or, là notre Blue 6, il avait 184 nœuds et 3196 pieds. On a donc 60 nœuds de trop et on est 300 pieds en dessous de ce qu'il faut. À ce moment-là, il est reparti vers le bas et normalement, il est censé annoncer, quand il a son nez purement vertical comme ça, qu'il a coupé la post-combustion, qu'il a réduit sa puissance pour ne pas trop accélérer vers le sol et ne pas avoir un rayon de virage qui est trop grand. Il a fait cette annonce, mais ne l'a pas fait, n'a pas réduit les gaz, donc il a continué à accélérer avec la post-combustion. Donc son avion déjà trop rapide a continué d'accélérer. S'est donc retrouvé avec un rayon de virage beaucoup trop élevé et n'a pas pu rétablir l'aéronef. Il s'en est rendu compte au dernier moment, a tenté une éjection, mais c'était malheureusement trop tard. La grande question, c'est comment est-ce que quelqu'un d'aussi professionnel, d'aussi qualifié, d'aussi expérimenté se retrouve à faire ces erreurs de jugement. Il s'agit clairement d'erreurs de jugement dans ce cas-là. Et c'est justement un petit peu tout l'objectif de cette enquête. Et comme vous le savez, un accident aérien, c'est toujours une multitude de facteurs qui viennent s'aligner. Comme ils le disent, il était à l'E-Train et il connaissait bien ça. A noter néanmoins que cette figure, qu'on appelle un split S, a déjà entraîné une éjection en 2004 de la part d'un Blue 6, donc sur exactement la même chose, un nouveau pilote dans l'unité qui a décollé, qui a fait en gros quasiment le même type d'erreur et lui a décidé de s'éjecter plus tôt et avait survécu. Également, les Thunderbirds patrouillent sur F-16 de l'armée américaine,
je vous avais montré dans une autre vidéo autour des points de décision, je vous ai mis les images, et bien a également eu le même souci, le pilote s'était éjecté vraiment à la dernière dizaine de seconde, avait survécu même s'il avait fini un peu tassé, avait perdu quelques centimètres, mais c'est donc un problème, j'ai presque envie de dire, qui arrive assez souvent. Également dans cette vidéo, je vous avais montré un crash d'Eurofighter Typhoon, des images d'un Mirage 2000 qui touche, c'est malheureusement une figure très difficile, les choses vont extrêmement vite, et vous avez beaucoup de facteurs à regarder à ce moment-là. Donc ce n'est vraiment pas quelque chose de facile à faire au décollage. Si vous faites de la voltige ou autre, imaginez, vous commencez directement votre journée et vous faites ce qu'il y a de plus dur à faire presque d'entrée de jeu. Donc c'est sans échauffement. Donc au niveau de l'enquête, eh bien, ils vont venir chercher une multitude de choses. Donc c'est toujours pareil, on vient chercher d'un point de vue technique, on vient chercher d'un point de vue humain, on vient chercher d'un point de vue environnemental, on vient chercher d'un point de vue procédural. Et donc là, il semblerait qu'il y ait peut-être un tout petit souci au niveau d'un altimètre, mais comme ils le disent plus tard, eh bien, au vu des paramètres extérieurs, ça n'aurait pas vraiment dû être facteur pour le pilote. Mais bon, pour faire simple, l'avion va bien. Le pilote, lui, n'a pas respecté les points clés. Et là, on voit bien, il a commencé à une altitude, donc normalement 135 nœuds, 3500 pieds. Il a tiré jusqu'à 4G dans la descente. Et là, on voit bien, ils ont fait des calculs de rayon de virage, toutes ces choses-là. Donc, je ne vais pas vous embêter avec ça. On va descendre un petit peu directement, c'est toutes les petites modifications. Et là, on a le vrai compte rendu. Donc, vous allez voir, c'est pas forcément très friendly à lire. Mais pour faire très simple, on voit que le capitaine avait quasiment 900 heures dans le F-18. Ok. Il avait toutes les qualifications. Il n'y avait aucun souci au niveau de ses papiers. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il a fait plusieurs erreurs. Donc là, au niveau du vol, il y a des choses assez bizarres. Il n'a pas signé la prise en compte de l'aéronef, ce qui est quelque chose qui est extrêmement bizarre. Il n'avait pas allumé son transpondeur au départ, et il a annoncé qu'il était sorti de la post-combustion alors qu'il n'en était pas sorti d'après les vidéos et d'après l'enquête. Donc ça, c'est 3 points qui ont derrière aiguillé l'enquête vers la fatigue du Captain Cuss, qui accessoirement était jeune papa. Et ils ont identifié que la raison principale derrière ce souci de jugement était la fatigue. Alors c'est un point extrêmement intéressant, pourquoi ? Parce que la fatigue est peut-être, de mon point de vue, le point sur lequel le milieu aéronautique et même l'être humain en général aurait le plus de marge de progression en 2020. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que si vous avez bu un verre, 2 verres, 3 verres, 4 verres, on va pouvoir tester votre alcoolémie et on va pouvoir savoir exactement où vous êtes. On décide qu'il y a un certain grammage qui vous interdit de conduire de voiture, un certain grammage, à savoir le moindre gramme, qui vous interdit de conduire un avion, et c'est très simple, vous avez des règles et vous savez où vous en tenir. La fatigue, comment est-ce que vous jugez de votre état de fatigue ? Et là, c'est très difficile. Et quand vous faites partie d'une équipe comme ça, avec plusieurs personnes, eh bien, vous avez une certaine pression qui est que, eh bien, si vous arrivez au meeting et que les gens ne sont pas disponibles, vous disent non, moi je peux pas, machin, eh bien, on va pas pouvoir faire la démo. Si vous avez 2 ou 3 pilotes qui disent je sais pas faire parce que j'ai mal dormi, on va pas faire la démo. Donc forcément, vous allez par moment prendre sur vous exactement comme un moniteur de plongée, des fois alors qu'il a un peu mal aux oreilles, va accompagner ses clients et va se faire mal aux oreilles. C'est malheureusement trop souvent le cas. Donc, ou va se faire du mal à l'organisme. Donc là, le point, je trouve, qui est très intéressant sur ce compte-rendu, c'est que ça vous amène à la réflexion, quel est mon niveau de fatigue le jour J. Tous les pilotes militaires aux États-Unis, on se pose la question du I'm safe le matin. IMSAFE. Illness, Medication, Stress, Anxiety, Fatigue et Emotion. Est-ce que je suis malade ? Est-ce que je prends des cachets ? IM. Est-ce que je suis stressé ? Est-ce que j'ai pris de l'alcool ? Est-ce que je suis fatigué ? Comment sont mes émotions ? Vous avez des émotions positives et des émotions négatives. Et on vient faire cette petite check et on va se dire où est-ce que j'en suis. Moi, une des choses que je fais maintenant, par exemple en entreprise ou autre, c'est j'amène les gens à se questionner même sur leur quantité d'énergie dans leur réservoir. Avec un avion de chasse, vous décollez par exemple en meeting aérien en rafale avec 3,5 tonnes de pétrole. Plein réduit, votre consommation est de 7 kg par minute et vous avez 200 kg de poussée au niveau du moteur. Plein gaz, vous avez 15 tonnes de poussée au niveau du moteur, mais quasiment dans les 700 kg de consommation au niveau de la mer. À partir de là, c'est votre devoir, votre rôle de jouer sur la position de la manette des gaz pour être constamment
en train d'être en adéquation avec une équation qui est constamment en train de varier. Est-ce que j'ai l'énergie suffisante pour faire ma mission versus est-ce que j'ai assez de pétrole en soute pour tenir la durée de ma mission? Et vous êtes constamment en train de jouer avec ça. Et comme quand vous avez votre voiture, vous avez une certaine consommation possible. Si vous roulez à 200, il ne faut pas le faire sur l'autoroute, on va dire en Allemagne, vous allez faire un range, vous allez aller moins loin, maintenant vous y allez plus vite. Donc vous êtes constamment en train de jouer là-dessus, et au final, en tant qu'être humain, vous réveillez le matin, il faut prendre cette habitude de vous dire combien j'ai de pourcentage d'énergie en soute, comment est-ce que je peux me jouer là-dessus, des siestes, du café, un peu de sport, des choses comme ça, et après adapter votre journée. Alors c'est très facile à faire quand vous êtes tout seul et que vous vous connaissez bien, quand vous êtes dans une équipe, voilà. Et là, vous vous dites, bah moi, peut-être qu'il me faut 60% ou 70% pour pouvoir faire le vol. Et là, vous êtes à 70% plus ou moins 5 et vous ne savez pas trop. Vous montez dans l'avion, vous n'êtes pas dedans. Et là, voilà, vous signez pas le bouquin, vous oubliez votre transpondeur. Et c'est le fait de ne pas détecter ces petites choses qui ont fait que derrière, il n'a pas réussi à identifier qu'il n'était pas vraiment dedans. Là où je veux en venir, c'est que la fatigue, c'est quelque chose de très insidieux parce que plus vous êtes fatigué, moins vous vous en rendez compte. Je vais répéter, plus vous êtes fatigué, moins vous arrivez à analyser que vous êtes fatigué, et c'est là qu'on va vers l'accident. Donc c'est très très important. Moi personnellement, je sais que j'utilise maintenant même des outils un peu technologiques pour traquer la fatigue, c'est nouveau, c'est en train d'arriver, c'est pas mal du tout. Mais à l'heure actuelle, vous êtes un peu seul décideur de savoir si vous avez le niveau ou pas pour accomplir une mission, pour monter dans l'avion, pour accepter quelque chose avec cette fatigue, et il n'y a pas de tracker. Et cet accident, pourquoi j'ai voulu le traiter aujourd'hui? Parce qu'on est début décembre, parce qu'on a tous eu une année très fatigante, parce que les vacances, c'est pas encore là, mais ça va venir, et parce qu'il est indispensable d'avoir conscience de votre niveau d'énergie, de votre niveau de fatigue, parce que vous vous rendez bien compte, là c'est dans un avion, ça peut être en voiture, ça peut être en trottinette, que généralement on a tendance à sous-estimer notre niveau de fatigue, et du coup on peut se faire surprendre par une contre-performance de notre part. Donc je pense que c'est vraiment ça qui est mis en avant là-dessus, parce que faire ce type de figure, il avait déjà fait des centaines de fois. C'était quelqu'un, on ne peut plus qualifier, sûrement une des personnes les plus qualifiées aux États-Unis pour faire ce type de figure. Et là, voilà, il est fatigué, et bam, directement, ça a un impact. Pour ceux d'entre vous qui font du sport, je pense que vous savez tous que la déshydratation, même un tout petit peu, a un impact énorme sur vos performances sportives. On parle de 20% tout de suite de performance en moins dès que vous êtes un peu déshydraté. Je vous laisse vous poser cette question. Et what about la fatigue? Sachant que personnellement, pour parler sport, moi je sais quand je fais du triathlon, je sais que la nuit précédente la course, si je dormais mal, c'était pas grave. Par contre, j'allais le payer 1 ou 2 jours après. Donc c'est des phénomènes assez complexes, je vous invite à creuser un petit peu tout ça. Et pour en revenir un petit peu à notre accident du F-18, ce que je vous propose maintenant, eh bien c'est on va se mettre au tableau blanc, on va regarder exactement ce qui s'est passé, et comme ça sera limpide dans votre esprit. Allez, c'est parti. Un petit résumé exactement de ce qui s'est passé. Vous avez initialement le décollage, ensuite l'avion monte, accélère, en bout de bande il vient casser sa trajectoire vraiment horizontale, il vient monter, transformer son énergie, son vecteur vitesse vers le haut, et là il se satellise un peu comme on dit, ça grimpe très 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 fort. Donc initialement l'avion monte, 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 et là normalement il fait un 180 degrés, il se retourne, il fait un demi-tonneau pour passer sur le dos, et là plutôt que de faire ça, il fait un 540 degrés, ce qui veut donc dire qu'il fait un tonneau, puis il se retrouve sur le dos. C'est interdit normalement pour les Blue Angels, il n'était pas censé le faire, ce qui vient étayer encore plus la thèse de la fatigue ou le fait qu'il ne soit pas dans son vol. On se retrouve donc sur le dos, et là au niveau des SOP, des Standard Operating Procedures, de la manière de fonctionner des Blue Angels, eh bien vous devez être entre 125 et 135 nœuds, avec 3500 pieds par rapport au sol, qu'on appelle Fox Echo, pour pouvoir commencer à mettre le nez vers le bas. À ce moment-là, le pilote Blue Six a 184 nœuds et 3200 pieds. Résultat, son bilan énergétique, que ce soit en énergie potentielle de pesanteur ou en énergie cinétique, alors là c'est surtout l'énergie cinétique qui est beaucoup trop forte et il n'est pas assez haut. Il se retrouve à mettre le nez vers le bas, et au moment du nez vers le bas, ils ont un backup call, justement, à cause de l'accident en 2004 notamment, où il faut bien annoncer à tout le monde qu'on a les choses sous contrôle et qu'on a bien réduit la manette des gaz pour s'assurer que ça passe bien. Là, il fait son call de manière un petit peu automatique, sans vraiment s'assurer d'avoir fait l'action. Et là, il se retrouve à trop accélérer,
à continuer de suraccélérer. Et sur un avion de chasse, un réacteur, c'est un petit peu exponentiel. Plus vous allez vite, plus ça accélère. Donc le fait de partir déjà de quasiment 200 nœuds, avec en plus la puissance, fait qu'il se retrouve avec un rayon de virage, si on devait poursuivre, vous voyez, qui en gros n'est pas du tout compatible avec sa hauteur, d'où le fait que ça ne passe pas, tentative d'éjection, mais à ce moment-là, vous arrivez avec une telle vitesse, vous arrivez avec un tel variomètre, une telle VZ, une telle vitesse verticale, que même si le siège éjectable est ce qu'on appelle un siège 0-0, qui vous permet de vous éjecter au sol à l'arrêt, parce que vous avez, si on regarde un petit peu comme ça, là vous avez une vitesse verticale qui est très forte. Si vous tentez de vous éjecter ici, parce que vous avez une vitesse verticale, on va dire comme ça, qui vous tire énormément vers le bas, ce que le siège éjectable peut vous faire récupérer vers le haut ne suffit pas et malheureusement votre siège, même en cas d'éjection, continue vers le bas. Donc le siège 0-0 n'est pas magique. Dans un cas comme ça, si vous n'initiez pas votre éjection, il faut voir exactement, mais au moins 1000, 2000, voire ça se trouve peut-être 3000 pieds, ça ne passe pas malgré un siège de nouvelle génération. Donc voilà, comme je vous disais, F-16, Mirage 2000, Typhoon, tous ces avions sont déjà fait avoir sur ce type de figure. Il faut faire extrêmement attention à ces paramètres en haut et croyez-moi, c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc le compte-rendu est envoyé à la chaîne hiérarchique et là vous avez le grand amiral qui vient faire une lettre de réponse par rapport à tout ce qui s'est passé. Donc on a un résumé qui nous explique bien, que le pilote en question avait 1686 heures de vol, qu'il était qualifié, qu'il n'a jamais eu aucun souci, que son flight record était parfait, qu'il a eu son accident donc au Tennessee. On a un petit résumé de la situation, avec notamment le fait qu'il a oublié de signer son high sheet, donc il a oublié d'accepter l'avion, ce qui est extrêmement rare et surtout très grave. Moi je sais que j'en ai jamais entendu parler de quelqu'un qui a oublié ça. Ensuite qu'il a oublié d'allumer son transpondeur. Ensuite qu'il a oublié de réduire les gaz alors qu'il était en train de descendre et qu'il l'a annoncé. Que la météo, eh bien, il y avait des nuages aux alentours des 3000 pieds sur sa trajectoire et que c'est possible que ça l'ait gêné dans son split test, que sa vitesse était plus forte que d'habitude et qu'il a ensuite enchaîné les erreurs de jugement et de décision qui ont emmené à l'accident. Donc là vous avez l'amiral qui dit ce sur quoi il est d'accord et ce sur quoi il n'est pas d'accord. Et là par exemple, I believe that weather was a factor. Donc là, par exemple, il y a une petite discussion entre chefs où lui, il pense justement que météo versus pas météo, facteur versus pas facteur, ils ne sont pas tout à fait d'accord là-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir exactement les actions immédiates. On est vraiment à un timing très court par rapport à l'accident. Vous voyez, là, on est le 14 septembre. Et là, qu'est-ce qui est décidé? Il est décidé directement, hop là, donc ça c'est un peu le côté administratif. On interdit ce type de figure jusqu'à nouvel ordre. Les communication cards, alors on change un petit peu certains calls d'altitude et certains supports, certaines procédures. Ensuite, on oblige que les dive recovery rules, donc les moments où vous pouvez sortir d'une procédure NEBA, soient calculés avec certaines limitations de vitesse. Donc on vient améliorer en fait tout ça. Ensuite, eh bien, il faut que l'on fasse un meilleur travail au niveau de la gestion humaine. Donc l'ORM, c'est tout ce qui est fatigue, stress, toutes ces choses-là, avant chaque vol. Ensuite, il veut faire changer un petit peu les Standard Operating Procedures des Blue Angels. Derrière, eh bien, il met en place une altitude plus haute de sécurité pour le reste de la saison. Ensuite, on vient changer un petit peu les décisions météo. Vous voyez, il y a énormément de choses. Ensuite, il faut que chaque pilote confirme à la radio le calage altimétrique avant le décollage pour ne pas se faire avoir sur éventuellement un problème de calage. Donc on va même chercher un peu plus loin. Ensuite, derrière, il y a la vérification supplémentaire au niveau des figures. Et ensuite, eh bien, il ordonne également qu'un des shows prévus pour le reste de la saison soit annulé de manière à faire une pause pour les équipes et qu'on permette aussi de faire une sorte d'audit au niveau des équipes. Et le dernier point, c'est que dans les critères de sélection des pilotes, on veut regarder de manière globale, encore plus tout leur CV de pilote, de manière, on va dire, plus
plus profonde que ce qui se faisait jusque-là. Donc ça, c'est vraiment du court terme. Et après, derrière, on a également des actions long terme qui doivent être effectuées. Par exemple, à la fin de la saison 2016, il veut qu'il y ait une personne du F18 qui vienne tester certaines choses, en gros qui fait une sorte d'audit. Ensuite, il faut qu'on refasse une observation de toutes les mesures. Enfin bref, je ne vais pas vous faire tout le détail, mais l'idée c'est vraiment directement, on a eu un souci, on l'a analysé très rapidement, on vient prendre des actions à court terme et à moyen terme et à long terme également, de manière à faire en sorte que ce genre d'accident ne se reproduise plus, à venir mitiguer l'impact dans le futur. Donc vous voyez, c'est intéressant de voir comment ces procédures un petit peu US Navy sont différentes de ce qu'on a pu voir avec les papiers US Air Force, avec les papiers français. Très honnêtement, c'est pas les plus faciles à lire, c'est pas très agréable de rentrer dedans, mais je vous mets les liens en dessous si ça vous intéresse. Et au moins, vous voyez, c'est extrêmement carré. Donc s'il y a bien une chose à retenir sur cette étude, c'est quoi? C'est l'importance de l'auto-analyse de votre fatigue. Avoir conscience que plus vous êtes fatigué, plus vous avez tendance à ne pas vous rendre compte que vous êtes fatigué, et avoir vraiment anticipé, avoir réfléchi à comment vous réagissez le jour où vraiment vous passez un certain seuil de fatigue et comment vous le présentez à votre entourage, comment vous vous rendez compte, et là non, je sais pas possible, je sais pas faire. Et également, en tant que chef, en tant que décideur, en tant que compagnon, en tant qu'équipier, avoir conscience que les gens ont tendance à minimiser leur niveau de fatigue, avoir un œil pour essayer de les aider à analyser s'ils sont fatigués ou pas, et surtout, en aucun cas, minimiser quelqu'un qui vous dit « je suis fatigué, là, je la sens pas ». Donc voilà. On m'a pas mal demandé justement si je faisais encore de l'aviation générale à côté. J'en ai pas fait là pendant quelques temps, et une des raisons notamment c'est à cause de la fatigue. J'étais pas mal occupé à faire pas mal de choses différentes, entre les conférences, les sites web, YouTube, toutes ces choses-là. Et je connais assez bien l'aviation, alors je suis loin de tout savoir, mais je connais assez bien l'aviation pour savoir que quand on monte dans un avion, il faut être à 100%. Et j'ai préféré faire une pause aéronautique, on va dire, pour le plaisir, parce que je savais que si je montais dans le cockpit, je n'étais pas à 100% et que ça me faisait courir des risques d'une certaine manière inutiles, que ce n'était pas bien. Donc si vous êtes pilote d'aviation légère, toutes ces choses-là, ayez vraiment conscience de votre niveau énergétique, assurez-vous d'être bien avant de pouvoir faire votre vol, parce que vous soyez, on vient de le voir, super fort pilote des Blue Angels ou pilote d'Aéroclub ou autre, eh bien la fatigue s'applique à tout le monde et elle ne pardonne pas. Donc voilà, on a vu cette semaine le danger de passer IMC. Là, je pense qu'on a vu un petit peu le danger de prendre un avion en étant malheureusement fatigué. Excellent dimanche à vous, reposez-vous bien et fly safe.